Bonjour à tous, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour parler du travail. Et aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur un droit pour lequel se sont battues des générations de travailleurs et d'hommes politiques, un droit que la doctrine sociale de l'Église reconnaît comme légitime. Je veux parler du droit de grève. Chèrement acquis, le droit de grève est depuis 1946 inscrit dans la Constitution et pour autant, on évoque régulièrement la nécessité de le réformer. Oui, mais comment et dans quel sens? Pour en débattre, j'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Édouard Tétrault et Joseph Souvenel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà. Bonjour. Je rappelle la définition qu'en donne la doctrine sociale de l'Église de ce droit de grève. Je le disais, légitime le droit de grève, mais elle reste prudente quant à son usage. La grève doit être un recours inévitable, sinon nécessaire, en vue d'un bénéfice proportionné, c'est-à-dire après que toutes les autres modalités de dépassement du conflit se soient révélées inefficaces. Édouard Tétrault, ce n'est pas tout à fait l'usage qu'on en fait en France. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec... Je suis par construction d'accord avec la définition qu'en donne la doctrine sociale de l'Église. Écoutez, moi, bon, la grève, c'est un sujet, c'est un droit fondamental, je crois. Quand est-ce qu'on fait grève? Dans mon imaginaire ou dans ma construction, on fait grève quand des travailleurs ont le sentiment, légitime ou pas, mais le sentiment de se faire exploiter par leur direction, l'actionnaire de l'entreprise, qui conserve une part excessive du profit pour elle, et il y en a insuffisamment pour eux. Et ça, je comprends, et je crois que c'est extrêmement important que ce droit continue d'exister en France. Pour ça, il est légitime, selon vous. Mais j'ai parfois un vrai sujet philosophique, une vraie interrogation sur la légitimité du droit de grève dans le secteur public, dans le secteur non concurrentiel, dans des endroits où vous avez des emplois garantis à vie, où vous avez non seulement des emplois, mais une retraite garantie à vie, où vous savez non pas à quelle sauce vous allez être mangé, si vous me passez l'expression, mais vous êtes déjà bardé de protection, d'encadrement, vous êtes agent de la fonction publique et vous allez faire grève. Mais pourquoi? Pour avoir un bénéfice plus important, parce que le patron, la direction vous a lésé, Ça, je sais que je vais avoir une discussion avec Joseph là-dessus, mais ça, philosophiquement, je n'arrive même pas à le concevoir. Après, il y a les conditions d'exercice du droit de grève dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs, dont 2 millions de personnes de moins de 25 ans qui n'ont ni emploi, ni qualification, ni diplôme, ni projet dans la vie, les NEETs. Ça, c'est un sujet aussi qu'il faut débattre. Joseph, est-ce qu'en France, le droit de grève est devenu un des modes de résolution des conflits sociaux pour certains syndicats? D'abord, la grève, c'est toujours un échec. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas été capable de résoudre les problèmes qui se posent quotidiennement dans les entreprises, y compris dans les services de l'État, qui n'ont pas le droit quand même de faire n'importe quoi avec ses salariés. On l'a vu récemment avec la police, qui n'a pas le droit de grève. Si les policiers n'étaient pas descendus dans la rue, ils n'auraient toujours pas plus de moyens. C'est-à-dire qu'on pourrait les emmener dans des banlieues où on leur lance des cocktails Molotov dans des voitures qui flambent. Il a bien fallu que ces agents du service public descendent dans la rue. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la grève, parce que l'État ne faisait pas son travail de patron. Après, c'est un échec. Ça, c'est un échec, mais est-ce que c'est un mode de résolution des conflits? Est-ce qu'en France... Pour la CFTC, on revient à la doctrine sociale de l'Église. Pour nous, la grève, c'est le dernier recours. Quand tout a été essayé avant, donc la discussion, la conciliation, et en mesurant aussi les conséquences par rapport à l'entreprise, mais aussi par rapport au service qu'on doit rendre, c'est-à-dire par rapport aux clients. Et si je suis dans le service public, est-ce que mon motif de grève est suffisant pour bloquer le service public? Pour nous, c'est vraiment le dernier recours, et ça va être pris en considération. Mais ça, c'est pas le cas pour tous les syndicats en France. On est d'accord que c'est souvent c'est pas comme ça que ça se passe. Outil. Alors, on est très marqué à juste titre parce que des grèves qui nous touchent, et donc notamment les transports, qui touchent à peu près tout le monde, on le voit, on a l'impression qu'il y a beaucoup de grèves en France. Il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs, ça baisse considérablement d'année en année. Mais pour moi, il y a des grèves qui sont injustifiées dans le cadre du service public, pas dans le principe.
Mais quelquefois, le motif, j'ai souvenir d'une grève à la RATP, donc les transports en région parisienne, qui ne sont pas rien, et pour les salariés d'ailleurs de la région parisienne, et pour les entreprises, et pour tout le monde. Le motif était pour demander une revalorisation des pensions des retraités de la RATP. Quand je regarde de près, les pensionnés de la RATP ne sont pas les plus malheureux. Et donc pour moi, c'était injustifié. Mais par contre, quand la CFTC a communiqué en disant « nous ne sommes pas d'accord avec cette grève », le communiqué n'a même pas été repris par l'AFP. Et donc les gens ont l'impression que tous les syndicats sont d'accord à chaque fois qu'il y a grève, etc. Et puis, ne l'auront pas dans les grèves. Regardez, ce n'est pas forcément les salariés. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les VTC, ce sont des indépendants, ce ne sont pas des salariés. Quand on entend grève des médecins, ce sont des professions libérales. Donc on voit que c'est largement partagé. Et enfin, le souci exprimé par Édouard, il est dans nos textes. La réglementation n'est pas la même pour le privé et pour le public. Dans le public, il y a des interdictions. J'ai parlé de la police, il y a l'armée, il y a les CRS, il y a les hôpitaux, où le service public doit continuer en permanence, les transports, où il est prévu que le service public continue en permanence. Et c'est pour ça que dans ces domaines-là, dans les textes, ça existe. Oui, mais il peut y avoir réquisition. D'un préavis, d'une déclaration préalable. Et il y a un préavis obligatoire de 5 jours. Et l'intérêt du préavis, quand il a été mis en place, c'était de dire, voilà, vous pensez qu'il y a un problème majeur et vous n'arrivez pas à le résoudre, donc vous allez dire, j'avais arrêté le travail parce qu'on n'arrive pas à le résoudre. Mais on vous donne 5 jours pour que vous négociez. Ça, c'est intelligent. Comment ça se passe dans la réalité? La responsabilité est du côté syndical et patronal. Alors je mets un préavis. Et ensuite, on attend les 5 jours sans discuter généralement, en disant je vais compter le nombre de grévistes. Oui, donc, si ça bloque le pays, je discute. Si ça ne bloque pas, je ne fais rien. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais savoir s'il existe une façon de faire grève de façon intelligente. Alors, en tout cas, d'utiliser ce droit de façon intelligente. Est-ce qu'il y a une façon intelligente de faire la guerre? Je ne crois pas. Ça s'appelle la diplomatie, c'est ça préalable à la guerre en général. Exactement, c'est pour ça qu'on est pour la conciliation et la concertation. Parlons justement de cette conciliation, de cette concertation qui doit arriver avant la grève. On parlait tout à l'heure, on a évoqué hors plateau l'exemple de la RATP et de ce que Louis Gallois a mis en place pour ce dialogue, ce signal d'alarme mis en place dans les entreprises, en tout cas comme la RATP, pour prévenir cette grève. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est mis en place? Et est-ce que Édouard pourrait nous accorder son éclairage là-dessus, nous dire si c'est pour lui un bon usage du droit de grève? Alors, sur la RATP, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être rappeler comment est-ce que ça a été mis en place. Plus qualifié que moi pour dire cela. En revanche, je rebondis sur chose que disait Joseph tout à l'heure, c'est que en fait le droit de grève n'est pas un absolu. Ce n'est pas un absolu. Il souffre d'exceptions importantes, notamment dans le domaine du secteur public. Il va falloir se demander dans l'environnement. Vous savez, ce n'est pas un absolu et ce n'est pas non plus un totem. Le droit de grève vit avec son époque. Il faut se demander dans quelle mesure on ne peut pas reproportionner un droit de grève dans un pays qui compte, pardon de revenir dessus, 6 millions de chômeurs. Alors on va parler des limites à mettre en place pour le droit de grève. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de cette façon intelligente, si je peux dire ça, de manier cette arme qu'est le droit de grève. Et donc, cet exemple très concret à la RATP. C'est l'alerte sociale à la RATP qui fait que s'il y a un problème, il y a la direction de la RATP, si elle est saisie sur une alerte sociale, doit négocier. Mais c'est l'esprit du préavis. Le problème, c'est qu'on a des textes qui sont très bien, et Édouard fait référence à un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas dans les textes, qui sont dans l'illégalité souvent. Les grèves tournantes, les grèves perlées, les blocages, c'est illégal. C'est comment nuire le plus possible en mobilisant le moins de monde. Le problème, c'est dans quel état d'esprit fonctionnons-nous? Quel respect a-t-on de l'autre? Et est-ce qu'on respecte la loi ou pas? Et je note que si, notamment dans les gros bataillons de services publics, souvent il n'y a pas le respect de la loi avec des grèves politiques. Comme celle contre le projet de loi contre le travail, du travail. Si l'employeur laisse faire, il crée un usage. Absolument. Et la responsabilité, là, revient à l'État, c'est-à-dire l'État patron, qui fait ou ne fait pas son boulot. Absolument. Il y a une grande faiblesse de l'État actionnaire, de l'État patron. Vous souhaitiez parler des limites à mettre au droit de grève, notamment dans les entreprises publiques. Quelles devraient être ces limites, Édouard? Oui, dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées aussi. Je vous prends un exemple moi, qui continue de me marquer, sinon de me hanter. Le lendemain de l'égorgement du commandant de police et de sa femme à leur pavillon en banlieue, il y avait un mot d'ordre de grève, notamment lancé par la CGT.
qui a accompli des actes, il faut le qualifier, je l'ai écrit, moi je veux bien passer devant les tribunaux pour ça, qui a accompli des actes de terrorisme syndical le lendemain. On a su qui étaient ces casseurs, il y avait la chasuble CGT qui était clairement affichée. Ils ont été jusqu'à détruire les fenêtres de l'hôpital Necker, où était en train d'être pris en charge et soigné l'orphelin du commandant de police qui avait été égorgé la veille. À un moment, pardon, mais si l'État ne fait pas son devoir, non seulement de patron, mais aussi de garant de la loi et de l'ordre, c'est toute la société qui se délite. Alors justement, Que je comment sache, ces je bornes crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de mises en examen, il n'y a pas eu beaucoup de personnes derrière les barreaux après ces actes sauvages. Et qu'est-ce que ça crée dans ces bataillons-là ? Eh bien, ça crée un droit de recommencer. Et si vous voulez, nous sommes dans un pays, c'est non seulement en état d'urgence sociale avec 6 millions de chômeurs, mais un pays en état d'urgence tout court. Et ne pas criminaliser ces actes-là, et ne pas les mettre sous le registre du droit pénal, je pense que c'est une grande faiblesse que toute la société paye très cher. Joseph ? Alors là-dessus, je vais défendre un peu la CGT, parce que je crois que les événements condamnables, ce n'est pas forcément la CGT. Je ne suis même pas sûr que ce soit des militants de la CGT, même s'il y a des autocollants. C'est l'extrême gauche qui, dans ces manifestations, emploie des moyens inacceptables et qui, parfois, quand on regarde avec un peu de recul, fait bien plaisir au gouvernement en place. En disant, regardez les méchants qui sont dans la rue, regardez comment ils cassent. C'est toujours un peu compliqué. En tout cas, pour ceux qui ont fait ça, c'est condamnable. Ce n'est pas le droit de grève, là. Il ne s'agit pas du droit de grève. Casser. Là, voilà, exactement. Et donc, c'est illégal au pouvoir public de faire ce que faire. Mais moi, j'ai été voir dans des manifestations dans lesquelles nous n'étions pas. Je suis allé voir sur place. J'ai vu des casseurs à l'œuvre qui cassaient systématiquement, qui cassaient des voitures, qui mettaient le feu à des voitures. Moi, je les repérais. 5, 6, 10, cagoulés, etc., facile à repérer. Comment se fait-il que les services de police ne les repèrent pas ? Je n'y crois pas une seconde. Il nous reste 40 secondes. Je voudrais 2 mesures, une chacun, sur cette limitation du droit de grève. Qu'est-ce qui serait une bonne chose selon vous pour que ce droit de grève ne soit que l'ultime recours après des négociations ? Dans les textes, il est déjà limité. Par exemple, la grève politique est interdite, comme en Allemagne. On l'ignore. Pour faire grève, il faut que ça soit une revendication collective, au moins 2. Ça n'a pas été le cas quand on a fait grève. Certains syndicats ont fait grève contre la loi de réforme du travail. Ce qui montre qu'on a des textes qui sont bien faits, et après, c'est l'état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qu'il faut changer. L'égoïsme individuel de certains tue l'ensemble de la société, y compris dans le monde du travail. Édouard Tétrault, le mot de la fin. Je rejoins Joseph. La loi, rien que la loi, force doit rester et revenir à la loi. Et puis, pour certaines des centrales qui ont été nommées, on leur fera relire aussi l'étrange défaite de Marc Bloch. Ils ne savaient pas qu'ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis. Certains de ces grands syndicats sont responsables de bien des défaites dans l'histoire de France. Et leur faire relire ce témoignage d'un homme de gauche les aidera peut-être à évoluer. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine.